Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire de pères. Dans ce balado, oui, vous avez deviné, on donne la parole à des pères. Alors merci à vous de consacrer un peu de votre temps à écouter ce qu'ils ont à dire sur ce sujet fascinant qu'est la paternité. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et aujourd'hui, je rencontre Jean-Philippe Plot, père de 3 enfants. On est en 2023. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un congé de paternité quand, au bout du compte, c'est 3 à 5 semaines qu'on offre au père pour tisser un lien important avec l'enfant? Le mot « papa », c'est un petit mot tout simple, un des premiers que les enfants apprennent à prononcer dans leur vie. Et pourtant, derrière ce petit mot se cache une grande mission pour celui qui l'endosse. Être père, c'est un rôle en perpétuelle évolution, tant au niveau personnel que collectif. Un rôle qu'il faut sans cesse réapprivoiser au fil des ans et des défis. Aujourd'hui, on va parler de paternité avec le sociologue et animateur radio Jean-Philippe Plot, qui est père de 2 filles de 15 et 13 ans, Juliette et Ariel, et d'un garçon de 7 ans, Émilien. Bonjour Jean-Philippe. Salut Louis-Simon. Je commence tout de suite parce qu'on m'a dit que tu étais un sportif, un joueur de hockey. Alors, je te remercie aujourd'hui de venir jouer sur la route à notre micro. Oui. J'espère que tu vas me faire des passes sur la palette et non dans les patins. Ah, c'est sûr. Je suis très content de t'avoir comme coéquipier de micro aujourd'hui, toi qui es un habitué. Là, je parle de hockey parce que c'est ça, il paraît que toi aussi tu joues. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de parler de paternité avec des coéquipiers? On parle-tu de ça dans des vestiaires de hockey? Bien, en tout cas, on le fait plus qu'il y a 20 ans, si je me fie à mon expérience personnelle. J'ai l'impression qu'il y a 20 ans, 25 ans, c'est quelque chose qui était peut-être un peu, je ne sais pas si c'était tabou, mais la culture de la masculinité, de la virilité, faisait en sorte que, en tout cas dans mon milieu, que ce soit à Drummondville ou à Québec à l'époque, c'était pas tant un sujet qu'on abordait facilement. Maintenant, c'est peut-être parce que je me tiens avec des gens qui sont plus ouverts, portés sur ces questions-là, je ne sais pas. Ben, je pense que ça a évolué. Mais il y a de la place, effectivement, dans un vestiaire et parfois même sur la glace, je te dirais, parce qu'on peut faire allusion des fois à un jeu qu'on a fait qui nous rappelle un jeu que notre enfant a fait. Et il y a toute la fierté qui se passe par là. Et, Puis des fois, ça peut être une excuse de mauvaise performance. Hein? Le bébé dormait pas cette nuit. Ça, je t'avoue que j'y avais jamais pensé, mais je vais la garder dans ma petite poche arrière. Mais on le voit, ça a quand même évolué. Je pense que les pères sont plus... on a plus de facilité maintenant à parler puis d'endosser ce rôle-là. On va parler de toi, de ton autre carrière, pas celle de joueur de hockey, mais ta carrière J'aurais tant voulu pourtant être un joueur. Non, ça. Ben, elle continue, que ce soit dans les ligues de garage. Te rappelles-tu la première fois, quand tu as appris que tu allais devenir père? Comment tu as réagi? Comment tu as vu ça? En fait, on entend souvent que les pères, ils deviennent pères pour vrai lors de l'accouchement, tu sais. Dans mon cas, ça s'est un peu passé comme ça, j'ai l'impression, même si je pense que j'aurais souhaité que ma paternité s'enclenche avant, c'est-à-dire pendant la grossesse et tout ça. Mais il faut reculer dans le temps, même si je ne suis pas très vieux. Ma plus vieille a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, la représentation de la paternité, j'ai l'impression qu'elle n'était pas la même qu'aujourd'hui. Je parle comme sociologue, mais comme père aussi. On peut penser aux services de l'époque qui n'étaient pas les mêmes, les services offerts aux pères. Donc, je me suis senti rapidement démuni, je pense, dans mon désir d'être père. Je ne me reconnaissais pas trop dans les services qu'on m'offrait comme futur père, mais aussi dans les premières rencontres qu'on avait avec les intervenants, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au CLSC. On parlait à la maman comme si c'était le parent principal, tu sais. Fait que bon, ça, je pense que c'était un marqueur assez important. Puis ça me faisait me poser des questions comme sociologue aussi. Est-ce que la société est adaptée aux besoins, aux demandes des pères qui veulent s'impliquer davantage, tu sais? Mais c'est vrai que ça aussi, ça a évolué avec le temps. Clairement que ça a évolué. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, mais tu sais, si je me rappelle à l'époque, tu sais, les tables à langer, pour vrai, combien de fois je me suis ramassé à changer des couches, parfois dans la toilette des femmes, parfois dans un coin de restaurant
proche du vestiaire parce qu'il fallait vraiment se débrouiller pour y arriver. Parce qu'il n'y avait pas de table à langer à l'époque dans les salles de bain pour hommes. Puis ça, c'est un enjeu auquel les pères, jadis, avec lequel ils devaient composer. Mais je pense aussi, tu sais, il y a des centres de services offerts pour les parents qui s'appellent, dans la plupart des régions au Québec, des centres parents-enfants. Donc, c'est des services de pédiatrie, mais aussi, c'est là parfois que les enfants naissent à l'époque. Et il en reste encore quelques-uns qui portent ce nom-là. À l'époque, ça s'appelait des centres mère-enfant. Puis moi, je me disais, tabarouette, comme futur père et comme père aussi par la suite, quand j'y allais avec mon enfant, est-ce que je me reconnais dans un service qui ne m'inclut pas dans son nom? La réponse, c'est non. Fait que tu te rappelles qu'à cette époque-là, c'est ce qui te frappait, là. C'est ce qui me frappait. Puis aussi le fait que, tu sais, moi, mon père, c'est un père, une espèce de... on appelle ça des taiseux à l'époque. Hein? Des pères qui ne parlent pas beaucoup, qui ne savent pas communiquer leurs émotions. Mon père, c'est un ferblantier soudeur qui était toujours à la shop pour parvenir à, comment dire, arrondir les fins de mois correctement. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas vraiment de modèle de père impliqué auquel m'identifier. Et quand je regardais ce que la société me proposait, m'offrait, je me disais, c'est comme s'il n'y en avait pas non plus. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On se le fabrique soi-même. T'sais. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu t'es dit, je dois improviser? On improvise tous un peu. Oui, on improvise tous un peu, c'est vrai, mais j'ai l'impression que, j'ai 45 ans, les pères, mettons, il y a 15 ans, donc les hommes qui devenaient pères au même moment que moi, et que je côtoyais, étaient habités du même désir de faire les choses différemment. Puis, tu sais, on hérite des bénéfices du féminisme des 30, 40 dernières années. Donc, est-ce que c'était de l'improvisation? C'était de l'improvisation préparée, je pense, qui s'assoyait sur tout ce travail-là fait par les femmes. Mais c'est certain qu'il y a eu du bricolage, puis plus que ça, du bricolage. Il y a eu, j'ai l'impression que dans certains cas, la paternité, ça a rimé avec du militantisme. Là, On peut-tu comme être entendu? Je pense au congé de paternité, entre autres. À l'époque, c'était 3 à 5 jours. C'est devenu 3 à 5 semaines. Je te regarde, Louis-Simon, on est en 2023. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un congé de paternité quand, au bout du compte, c'est 3 à 5 semaines qu'on offre au père pour tisser un lien important avec l'enfant? Je pense qu'il y a des grandes questions. Il y a un débat de société à avoir là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Il y a plein de pays, des pays scandinaves. En France, on fait les choses différemment. Mais comme tu disais, il y avait une volonté personnel de vouloir, peut-être pour changer toute la société, mais au moins, nous, de nous impliquer différemment que les modèles qui nous proposaient. Ce que j'entends que tu me racontes là, c'est exactement ça. On avait le goût, en fait, de s'impliquer plus que ce qu'on voyait. Il faut dire que ça allait de pair aussi, je pense, avec une représentation de la paternité dans les médias qui était en train de se transformer. Je veux dire, on partait de loin, je pense, mais... Le père est toujours l'idiot de service. Hein? En tout cas, à une certaine époque d'impublicité, là, si on avait besoin de faire mal paraître quelqu'un, c'était toujours le père parce que... Puis, tu sais, on pourrait aussi parler des femmes qui ont eu une représentation dans les publicités qui était très discutable et c'est encore le cas. Mais dans le cas des pères, moi, j'ai amorcé, je l'ai laissé sur la glace pour faire de la radio, mais j'ai amorcé un doctorat au début des années 2000 sur la représentation sociale des parents dans la littérature jeunesse. Donc, essayer de voir comment on représentait les parents sous forme de dessin, selon le genre, mais aussi comment on parlait d'eux en fonction des tâches qui étaient effectuées et représentées dans les albums. Et là, on remonte il y a 15-20 ans. C'était très stéréotypé. J'imagine. Tu sais, moi, un de mes éléments du corpus, c'était les albums de Caillou. Chaque fois qu'il y avait une tâche associée, entre guillemets, à l'univers féminin, c'était une femme qui était représentée. Chaque fois qu'il y avait une tâche associée à l'univers masculin, c'était un homme qui était représenté. Aujourd'hui, tu te promènes dans les librairies, puis tu te dis, OK, là aussi, il s'est fait beaucoup de travail. Un homme de 20 ans qui devient père aujourd'hui, il y a de quoi se retrouver dans une
représentation très éclatée, diversifiée de la paternité dans les albums jeunesse, ce qui n'était pas le cas avant. Effectivement, c'est vrai. C'est un sujet très intéressant quand même d'analyser tout ça. Tu as parlé que ça avait évolué en plusieurs années. Tu as eu, on l'a dit, ta plus vieille a 15 ans et ton plus jeune a 7 ans. Donc, il s'est passé presque une décennie entre ces deux paternités-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la société, sûrement beaucoup de choses pour toi aussi. As-tu vu une différence, mettons, personnellement, pour toi, dans ta façon d'être père? Bien, moi, une chose qui me frappait avec ma plus vieille, donc qui a 15 ans, quand elle était toute petite et que je prenais, disons, le métro, le transport en commun, j'avais toujours l'impression, puis je pense pas que c'est une lubie de mon esprit, là, qu'on me renvoyait l'image que c'était donc bien spécial qu'un papa soit avec une fille dans une poussette ou même deux quelques années après. On me le disait aussi. Ah, wow, c'est donc bien le fun. On me témoignait l'espèce de côté exceptionnel de mon implication comme père. T'sais. Alors qu'aujourd'hui, puis je pense que c'est une bonne chose, c'est passé dans les mœurs. Je veux dire, j'ai un très bon ami qui, encore il n'y a pas très longtemps, se promenait avec ses 3 enfants dans le métro. Puis je veux dire, ça passait comme dans du beurre. Je veux dire, c'est admis, c'est valorisé. On n'a plus l'air d'ovni dans le transport en commun. Fait que ça, je pense qu'on parle ici là, de représentation. Là, c'est encodé positivement de voir un homme qui s'implique avec ses enfants. Puis évidemment, le danger, c'est toujours de généraliser. Est-ce que c'est comme ça dans tous les milieux sociaux? Je pense que non. Il y a du travail à faire encore au niveau des mentalités, mais clairement, on est ailleurs. Mais c'est vrai. Puis des fois, on en a profité. En tout cas, je parle pour moi, personnellement, parce que quand on oubliait quelque chose... En tout cas, à cette époque-là, je me rappelle quand mes enfants étaient très jeunes, là, un papa mal pris, là, c'était comme attendrissant pour tout le monde. Tout le monde voulait nous aider, alors qu'une maman mal pris était mal organisée. Fait que ça, c'était quand même une dualité entre les deux, puis je l'ai observé à l'époque. On appelle ça, je pense, un bénéfice marginal de la paternité. C'est ça. Fait que, oui, c'est un peu choquant parce que... Mais depuis ce temps-là, comme tu dis, ça a quand même changé. Je pense, Et pour toi aussi, j'imagine, ta façon d'élever tes enfants, de parler avec eux autres, ça a dû changer. En disant, mettons, entre les deux bébés, là. Je pense que l'expérience, tu faisais allusion au monde du hockey en commençant, l'expérience, c'est vrai qu'à un moment donné, ça finit par s'accumuler puis donner une vision de la paternité qui est différente. Je veux dire, la mère de mon 3e enfant, c'était son premier à elle. Donc, c'est bien évident que la première fois que notre enfant, le 3e, est tombé malade, qu'il y a eu du faux croup, ou il y a eu des situations un peu paniquantes, j'en avais vu d'autres. T'sais. Le danger, c'est toujours de sonner paternaliste puis de dire hey, « moi, je sais comment ça fonctionne. » C'est un dilemme, là. Par contre, cette expérience-là a été très payante parce que j'étais en tout cas quelqu'un à l'époque de très, très anxieux. Donc, mon 3e enfant est arrivé à un moment où cette expérience-là venait calmer beaucoup mon anxiété. La trail était battue, puis je savais par où passer. Tu as eu 2 filles en premier, puis un garçon. Élever un garçon, élever des filles, est-ce que ça change quelque chose pour un père? En fait, je pense... As-tu 4 heures? Mais je pense que ça change beaucoup de choses d'avoir un garçon ou d'avoir une fille, même en 2023 ou en 2015. Là, c'est sûr que c'est la déformation professionnelle de sociologue qui va embarquer. Mais ça m'intéresse aussi. Mais tu sais, j'ai l'impression, en tout cas, que pour ce qui est de la socialisation, mettons, tu sais, je veux dire, toi, aujourd'hui, tu as une chemise rose, tu sais. J'ai eu l'impression de devoir me battre beaucoup pour que mon garçon puisse utiliser sans trop de problèmes, sans se faire trop écœurer, les jouets roses de mes enfants ou les jouets associés aux filles de ses sœurs, tu sais. Puis inversement, c'est parce que mes filles sont arrivées en premier que les jouets étaient peut-être plus connotés filles, mais cet enjeu-là se posait aussi pour les filles. Je le vois bien qu'il y a des attentes très précises à l'égard des filles qu'on n'a pas à l'égard des garçons. Et fait que oui, je te dirais que comme papa, mais comme sociologue, j'ai pu constater effectivement que c'était pas la même affaire.
Puis je pense que d'une certaine façon, ça reflète bien là où on est rendu dans notre société. Tu sens que ça évolue, mais les stéréotypes sont encore très forts. Puis justement, on va s'en aller vers ça. Jean-Philippe, tu as écrit un petit peu plus tôt cette année un texte qui s'appelle « Le thermos rose de l'ambiguïté » et tu l'as lu à ton émission de radio en ondes, ton émission « Réfléchir à voix haute ». Je suggère aux gens d'aller réécouter d'ailleurs ce texte, « Le thermos rose ». C'est un texte qui parlait de ton garçon, Émilien, qui était comme confronté aux stéréotypes de genre, justement, malgré l'évolution de la société. Ça existe encore. Peux-tu nous résumer un peu qu'est-ce que tu disais, en gros, dans ce texte? Ça a ému toute l'équipe, en tout cas, de Naître et Grandir. Bien, Émilien, donc mon garçon, utilise maintenant, mais moins parce que la pression est très forte, un thermos rose, qui est le thermos de ses sœurs, que ses sœurs n'utilisent plus maintenant. Et il y a un sentiment d'appartenance très, très fort envers ce thermos-là, mais pas juste le thermos, la gourde aussi, le casque de vélo rose de ses sœurs. Et il n'y a jamais vraiment eu de problème pour lui, jusqu'à ce que les autres lui fassent la remarque que « Hey, c'est un thermos rose, c'est une gourde rose, c'est un casque rose. Pourquoi tu portes ça? T'es pas une fille, tu sais. » Donc là, on lui a renvoyé l'image que ce n'était pas correct de faire ça. Et là, on parle d'une école où mon enfant va, qui est une école située dans un quartier dit très ouvert à la différence. On habite dans Rosemont. J'ai été le premier surpris d'avoir à gérer cette situation-là, mais en même temps, c'est bien la preuve que même si les choses changent, ces vieilles mentalités-là, ces stéréotypes-là perdurent, puis ça va prendre quelques générations avant qu'on en arrive à ce que ce soit beaucoup plus simple d'utiliser des trucs roses, même si on est un garçon, tu sais. La société va sans doute évoluer plus vite que les cours d'école, parce que c'est un des endroits les plus cruels qui existent. Oui, puis on pourrait parler de ses cheveux longs aussi. Il a adoré ses cheveux longs jusqu'à temps qu'on lui dise la même affaire. C'est parce que là, t'es pas une fille, tu sais. Émilien, pendant longtemps, il était capable d'endurer la critique puis la pression qui venait avec ça, mais c'est devenu, à un moment donné, trop lourd à porter, puis il s'est dit, là, c'est assez. Je veux que ce soit simple, là, aller à l'école. Fait que je me fais couper les cheveux, puis je pense que ça va me prendre un thermos bleu, là, pour marquer son territoire. Un peu comme s'il disait, regarde, là, moi, j'ai choisi mes combats, puis ça sera pas celui-là. C'est différent de craquer ou parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Là, c'était juste pour pas se faire achaler. Oui, parce qu'en même temps, dans, mettons, la vie plus privée, à la maison ou la fin de semaine, il va porter des choses roses, puis ça ne lui dérange pas, parce que nous, à la maison, on ne lui renvoie pas cette image-là. J'imagine que vous avez eu des discussions là-dessus. Oui, on a eu des discussions sur ça, puis même que aujourd'hui, quand il entend des situations, quand il est témoin de situations où des gens se font dire ce genre de réplique-là, il va parfois intervenir. Moi, ça ne me dérange pas de porter du rose, même si je suis un garçon. C'est moins vrai dans les faits, mais on s'entend que la réflexion est en marche dans sa tête. Puis ça, juste pour ça, je suis content. Ça me fait penser un peu, c'est un peu différent, mais mon garçon, qui a 18 ans maintenant, c'est un grand garçon, c'est un adulte, et son prénom, c'est Élie. On l'a écrit comme ça s'écrivait à l'époque, E-L-I-E, avec un E. La mode, avec le temps, a changé. Il y a beaucoup de petits Élie, E-L-I maintenant. Fait que quand il est arrivé au secondaire, il s'est beaucoup fait demander, mais pourquoi tu mets un E à ton nom? Mais pour lui, ça avait toujours été comme ça. Puis là, à un moment donné, en discutant avec lui, on dit, mais là, si toi, plus tard, tu veux l'enlever, ton E, il dit, il n'en est pas question. Oh, wow. Non, je l'assume. Fait que c'est un peu différent, mais pour lui, donc j'ai un E à la fin de mon nom, ça change absolument rien pour lui. Mais il y a tout le temps une petite connotation, tu vois, un stéréotype qui revient. Oui, puis tu sais, souvent, l'acceptation de ces différences-là passe par le fait qu'on est exposé à des histoires similaires à la nôtre. T'sais. Cette année est arrivé dans la vie de mon garçon un prof, gars, avec les cheveux longs. Hey, là, ça a cloché. Là, il s'est dit, OK, là, c'est possible d'être un gars
même en position d'autorité, là, je parle pour lui, mais je pense que ça processe dans sa tête un peu comme ça. C'est un modèle physique. Oui, c'est un modèle. Ça existe, là, c'est pas juste dans les livres. Là. Fait que ça a fait du bien. Ça l'a réconcilié. Puis là, maintenant, il recommence à avoir un peu les cheveux longs, puis je pense qu'il assume plus la chose. J'avais les cheveux longs à l'adolescence, mais j'avais pas l'air d'une fille, plus d'un homme des cavernes. C'était pas... Il n'y avait pas d'ambiguïté de ce côté-là. Mais on voit que quand même, ça nous force, comme père, à avoir des discussions qu'on pensait même pas avoir à notre époque. Mais tu sais, moi, je pense que la paternité, c'est en constante évolution. Tu sais, on n'est pas là, toi et moi et les pères de notre génération, à chercher une ultime vérité. Tu sais, qu'est-ce que c'est la bonne recette pour être père? Je pense que ce qu'on veut, c'est faire éclater le champ des possibles. Tu sais, s'assurer que toi et moi, on puisse avoir une expérience positive de paternité, même si nos expériences sont complètement différentes. Tu sais. C'est quelque chose, moi, qui m'habite. Tu sais. Je ne cherche pas une recette parfaite. Je cherche à rendre les expériences de paternité différentes, acceptables, tu sais, pour dire ça comme ça. Je comprends. Et d'y trouver du plaisir en même temps. Et d'y trouver absolument du plaisir. Justement, ben oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton rôle de père? Quand est-ce que tu es sur ton X? Oui. Ben moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mémoire. En fait, j'en ai très peu sur le plan individuel. Je n'ai pas une bonne mémoire des noms, tout ça, mais je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la mémoire collective, à l'histoire, à la transmission. Fait que c'est certain que, tu sais, moi, j'ai envie que mes enfants sachent, connaissent leur histoire familiale, personnelle, mais aussi la grande histoire qui nous a précédés. Puis, j'ai envie d'avoir des discussions avec elle et avec lui sur la direction vers où on s'en va, tu sais. Puis c'est déjà le cas avec les trois. Évidemment, avec leur âge respectif, c'est des discussions différentes, là. Mais ça me rend fier. Je sens qu'il y a quelque chose qui colle, tu sais, de ce point de vue-là. Les trois bon, dans une autre vie, moi, j'ai travaillé étroitement avec Serge Bouchard, l'anthropologue, et les trois ont connu Serge. Ils savent que Serge avait un grand intérêt pour les premiers peuples. Donc, ça a ouvert tout un champ des possibles dans leur tête. Puis ça, moi, ça me rend fier de voir que cette transmission-là d'un intérêt que j'ai et que Serge avait se passe à lui et à elle. Ouais. M. Bouchard était excellent pour allumer l'étincelle de curiosité. Oui, pour, il appelait ça transmettre l'élan. Pas besoin de... Le contenu, ça sera dans un deuxième temps. Il faut surtout transmettre l'élan de la curiosité. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis c'est beau de voir nos enfants devenir de plus en plus curieux. Oui. Curieux de tout, tu sais. D'un savoir, mais curieux de l'autre avec un grand A, tu sais. Bon, curieux à l'adolescence, parfois, il y a des domaines qui sont moins intéressants. C'est vrai, en même temps, ça fait partie de l'expérience, même si c'est confrontant comme parent. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, l'adolescence, moi, je vois ça comme une expérience artistique, tu sais. Oui. Devant une œuvre d'art, tu peux être bouleversé, tu peux être choqué, tu peux trembler, mais ça te laisse pas indifférent, tu sais. Puis après ça, tu repars avec ça dans ton bagage, puis t'apprends, puis... Bon, même nous, comme pères, on apprend, hein? Beaucoup, et encore. D'ailleurs, qu'est-ce qui, en deux volets, qu'est-ce que personnellement t'aimerais ou tu penses avoir à apprendre encore dans les prochaines années et les pères en général, justement, au Québec? Qu'est-ce qu'on a à apprendre collectivement pour s'améliorer, pour, je ne sais pas, apprivoiser un peu mieux notre rôle? J'ai l'impression que même si c'est possible de parler de la paternité dans une chambre de hockey en 2023, je pense qu'on a encore quand même beaucoup de travail à faire pour ce qui est d'exprimer nos émotions d'une manière où on assume notre vulnérabilité, notre sensibilité. Tu sais, il y a comme un restant de masculinité virile ou que d'autres appelleraient toxique, tu sais, qui traîne dans le coin puis qui est des fois dans le chemin. Ça, je pense qu'on a du travail à faire. Il y a des avancées, mais je pense que comme société, comme groupe de pairs dans la société, on peut se dire, on est capable d'être vulnérable et que ça ne fasse pas de nous des mauvais pères. Des fois, il ne manque pas grand-chose, d'ailleurs, pour que les pères s'ouvrent. Là. Quand on parle
peut-être pas en grand groupe, mais avec un ami ou n'importe quoi, c'est sûr que c'est pas ce qui ressort en premier. Peut-être qu'on pourrait comparer avec les mères qui ont plus tendance à raconter leur mauvaise journée tout de suite ou les défis qu'ils vivent avec leur enfant. Mais en parlant avec des amis gars, souvent, et en creusant un petit peu, là, souvent, ça va sortir. Je pense qu'effectivement, on doit le faire plus parce qu'on en a besoin, puis on se rend compte que c'est utile, ça fait du bien, ça défoule. Les pères doivent se parler, mais en fait, j'aurais le goût de te dire, parce qu'on échange là, en ce moment, je suis d'accord avec toi sur le fait que les pères doivent se parler, mais la responsabilité de cette parole-là, j'ai l'impression qu'elle ne leur revient pas uniquement. Tu sais, je parlais un peu plus tôt de l'importance qu'a la société dans la façon de nous fabriquer une image de ce que c'est la paternité. Je pense que collectivement, par les services, par la représentation des pères dans la pub, on a aussi comme société un travail à faire de ce côté-là. Il me semble que c'est pas juste aux pères de se parler entre eux, mais on doit le faire aussi. Mais peut-être que plus on va le faire, plus on va se rendre compte que les modèles qu'on voit ou les publicités n'ont pas de bon sens. Oui, c'est ça. C'est peut-être une façon de changer les choses. Effectivement, oui. Si je prolonge un peu la pensée, à faire avec les enfants aussi, je ne sais pas si c'est seulement moi ou si c'est très paternel de penser comme ça, mais à chaque fois qu'il se confie ou qu'il y a un problème, j'ai la gâchette facile pour essayer de trouver la solution. Une solution en général, alors que des fois, il n'y en a pas. C'est juste qu'ils veulent se faire écouter. C'est ce que ma conjointe m'a fait comprendre parfois, puis je pense qu'elle a raison. Ben, tu vois, j'aurais le goût de te répondre que j'ai l'impression que dans notre société, aujourd'hui, on cherche beaucoup des réponses aux questions qu'on se pose. Si on ne va pas bien, il faut tout de suite consulter. Je dis pas que c'est mal de consulter, mais ça se peut que des fois, on ait juste de la peine, puis que la solution, ce soit de s'installer un peu dans cette peine-là, puis de la vivre. J'ai l'impression aussi que je pense à des amis qui jouent au théâtre, qui me disent qu'ils le voient aussi, ça, les spectateurs dans les salles viennent chercher des réponses à des questions qui se posent, alors que la fonction du théâtre, c'est pas tant ça. C'est pas d'offrir des réponses aux questions des gens. Fait que je sais pas, j'aurais le goût de te dire, peut-être qu'effectivement, tu touches quelque chose d'important. Parfois, même si tu as la gâchette facile, peut-être que le silence est plus porteur sur le moment, en tout cas. Bref, je pense qu'il y a une fonction importante au silence à côté de laquelle on parle. Un silence bienveillant. On peut dire ça. Ça existe. Et même, on peut faire un lien, parce que la société a beaucoup évolué, évidemment. Puis je pense que comme parents, on est très impliqués, parfois trop auprès de nos enfants. Puis on compare souvent avec la jeunesse qu'on a eue, certains d'entre nous, où il fallait rentrer avant la noirceur, puis c'était tout. Là, nos parents ne savaient jamais où on était. Mais nous, on savait où ils étaient si on avait besoin d'eux. Fait que c'était comme un genre de silence bienveillant. On pouvait les trouver s'il y avait besoin, si on en avait besoin vraiment, mais ils n'étaient pas omniprésents. C'est ça, on sortait, on savait qu'il y avait une heure pour rentrer, puis c'était à peu près ça. Alors que, tu sais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle nos téléphones cellulaires aussi. On veut savoir, tu sais, ça a fini par nous rentrer dans la tête. Là. On veut savoir où nos proches sont en temps réel, ce qu'ils font. Je veux dire, je m'inclus là-dedans. Là, j'aurais le goût des fois d'être plus permissif envers mes enfants, mais puis de me rappeler que mes parents l'étaient plus que je l'étais, mettons. Mais je vis dans mon époque aussi. Puis en avoir conscience, c'est déjà... Oui, c'est un pas de recul minimal nécessaire. On essaie de ne pas être des parents hélicoptères. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner aux pères? Est-ce qu'il y en a qu'on t'a donné aussi à une certaine époque qui ont pu être utiles ou pas? C'est toujours difficile, je trouve, de donner des conseils parce que chaque expérience de paternité, chaque expérience de vie est très singulière. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, il y a beaucoup de changements encore à faire. Oui, la société a beaucoup évolué. Mais il y a quelque chose qui s'appelle l'intuition qui est en dedans de nous. Une espèce de feeling qu'on sent. Puis des fois... Oui, on est dans un monde où on fait la promotion beaucoup de l'intelligence rationnelle, des consignes de sécurité, tout ça. Mais il y a quelque chose, je pense, qui est là, qui s'appelle l'intuition, qui mérite d'être écouté. Puis j'aurais le goût de dire, des fois, à certains pères, suis donc cette intuition-là, voir où est-ce qu'elle va te porter. T'sais. Tu le sens peut-être en dedans de toi que tu as besoin de pleurer avec ton enfant, puis là, toutes sortes de raisons, tu le fais pas. T'sais, si tu le sens, vas-y. T'sais.
J'ai déjà entendu des pères qui ont eu un peu de difficulté au début. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider à se sentir meilleurs, au moins, dans leur rôle? Tu sais, moi, je peux partir peut-être d'une expérience personnelle. Rapidement, quand je me suis séparé, j'ai fréquenté un organisme dédié à la paternité dans Rosemont, un organisme qui s'appelle Coopère. Puis ça, je les ai vus travailler pendant toutes ces années-là auprès de pères, justement, qui avaient de la difficulté à avancer dans la vie en assumant leur paternité. Ils ne savaient pas trop comment faire. Puis je pense que des organismes comme ça, ça peut être très, très, très important, très significatif dans la vie des pères. C'est pas tous des pères dans la misère et tout ça, là. Non, c'est qu'il y a une acceptation de leur part, mais aussi de leur entourage que, OK, tu peux prendre une matinée aujourd'hui puis aller dans un organisme où vous allez jaser de pères, entre pères et... moi, je trouve ça fabuleux. Là. Ben, oui, c'est de la formation continue. Hein? Exactement. Fait que s'il y a un conseil à donner, c'est peut-être, peu importe l'endroit où vous vous trouvez au Québec, une petite recherche rapide. Est-ce que ça existe dans votre coin? Sinon, il y a certainement un organisme communautaire qui pourrait développer une espèce d'appendice dédié aux pères et ça ferait pas de tort. Jean-Philippe, ça passe tellement vite, une discussion comme ça. Je te remercie d'être venu discuter à notre microphone. Microphone. Là, tu me fais plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Écoute, Serge Bouchard était un de ceux qui utilisait le mot microphone. Il essaie de le réhabiliter. Oui. Et là, je vois que tu l'utilises. Il y a le son fun dedans. Merci pour l'invitation. Je savais que jaser de la paternité, ce serait le fun, mais à ce point-là, non. Et au plaisir de lire cette maîtrise, cette thèse sur... tu mets beaucoup de pression. La thèse de doctorat, c'est peut-être un projet de retraite, mais on verra rendu là. Et d'ici là, ça aura encore évolué, on l'espère. Oui. La situation des pères. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Je vous invite à retrouver les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.